La première remarque que je ferai notamment au ministre Pierre Mabiala, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. J'ai suivi sa déclaration aux sages du Congo. Il n'a jamais vendu ses terres, ni les terres rurales, ni les terres coutumières. On n'a pas entendu un seul Congolais d'une famille terrienne dire voilà, on a vendu nos terres. Et sur ce cas, c'est tellement que pour louer le gouvernement congolais, eh bien, je demande humblement à tous ceux qui soutiennent cette thèse de la vente des terres congolaises de ne produire les actes de vente. Mais j'ai regretté fortement que le ministre d'État Pierre Mabiala ait été silencieux sur la rencontre qu'il a eue le 27 juillet 2021 avec l'ambassadeur du Rwanda qui était venu lui demander les actes fonciers sur les terres que le gouvernement congolais avait données à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Ça, c'est marqué, c'est pas Mirassa qui le dit. Ça apparaît dans le site officiel du Rwanda. Ça apparaît dans le journal en ligne Les Échos de Brazzaville. Ça apparaît dans un article publié par l'Agence d'information d'Afrique centrale. Il ne faut pas qu'on pense qu'on peut encore se permettre de duper l'opinion. Avec les réseaux sociaux, ce n'est plus possible. Il a demandé les preuves. À l'occasion, on lui donnera certaines preuves. Mais déjà, le fait qu'il ait reçu l'ambassadeur, qu'il ait parlé de cette question et qu'il ne soit pas capable de venir en parler aux Congolais, c'est déjà une preuve flagrante et nous en tenons là-dessus. L'autre aspect sur lequel le gouvernement ne communique pas, mais c'est cette vidéo qui a circulé à travers et qui circule à travers le monde entier, qui fait apparaître clairement qu'il y a une mission des Rwandais du 4 au 8 mars 2024, où ils ont découvert les terres que le Congo a offertes au Rwanda et qui sont devenues leur propriété. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandi nous en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Ce n'est pas la peine de venir dire que les terres n'ont été ni cédées, etc. Maintenant, je pose la question aux membres du bureau politique et aux membres du gouvernement Colline Makosso. Mais pourquoi lors de leur rencontre du 6 juin, mais tous les Congolais savent qu'il a apparu clairement qu'aucun parlementaire, qu'aucun responsable du PCT n'a connaissance de ces accords, que ces accords sont détenus à Denis Christel Sassou Nguesso. Est-ce qu'il y a un article de la Constitution qui permet à Denis Christel Sassou Nguesso de détenir ce genre de documents? Est-ce une affaire privée, personnelle, ou c'est une affaire de l'État congolais? Et il faut que Colline Makosso s'explique là-dessus. Comment on peut comprendre que des accords qui ont été signés pour les uns en 2021, comme l'accord de coopération militaire et technique, comme l'accord de coopération en matière foncière, en novembre 2021, comment peut-on comprendre que des accords qui ont été signés pour les autres en avril 2022, que le Parlement n'en ait pas du tout la connaissance? Mais c'est très grave. C'est très grave. Où sommes-nous? Les Congolais ont dit non à la vente ou à la cession. Si vous avez pris des deals qui vous mettent en difficulté avec le Rwanda, réglez ces deals. Mais ne touchez pas aux terres des Congolais. Ils ne vous laisseront pas les occuper.
Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2024 et nous avons pris rendez-vous. Comme d'habitude, nous allons essayer de faire un commentaire succinct de l'actualité qui a dominé notre pays. Et nous savons qu'elle est fortement dominée par ce problème des terres pour lesquelles les Congolais se sont déjà levés, où qu'ils soient. Ils ont déjà dit non à la vente ou à la cession des terres. Mais nous constatons que le gouvernement insiste et il veut comme en imposer, alors que le peuple a pratiquement choisi et s'est déterminé. Nous allons rappeler à ce propos la déclaration du président du Sénat, qui à notre avis a été très claire parce qu'il a interpellé le gouvernement pour que celui-ci communique en tenant compte de l'opinion des citoyens. Le Sénat demande au gouvernement de bien communiquer sur ce dossier en faisant une bonne exploitation des réflexions des citoyens. Et je crois que l'opinion des citoyens est clairement connue. Mais nous devons rappeler que le 6 juin, il y a eu une rencontre entre le secrétariat permanent du Parti congolais du travail et le gouvernement. Et nous avons appris que ça s'est passé vraiment dans une très, très grande chaleur. Mais ce que nous avons retenu de fort et que nous pouvons avancer, c'est qu'au cours de cette rencontre, il est apparu clairement qu'aucun parlementaire, qu'aucun membre du PCT ne possédait les accords et que les accords n'étaient détenus que par Denis Christel Sassou Nguesso, ce qui nous préoccupe sérieusement et nous amène à nous poser beaucoup de questions, mais nous y reviendrons. Par la suite, après cette réunion, au cours de laquelle il semblait que et le secrétariat permanent et le gouvernement étaient arrivés pratiquement à ce qu'on pourrait appeler un consensus qui est apparu à travers un de leurs communiqués, selon lequel il fallait privilégier les relations de bon voisinage. Nous avons été surpris après qu'il y ait eu une réunion du bureau politique qui a fait comme un rétropédalage. Le secrétaire général du Parti congolais du travail, à lors de cette 11e réunion du bureau politique, a souligné que le parti soutient la politique du gouvernement qui a mis en place une stratégie pour développer l'agriculture et diversifier l'économie nationale. Divers facteurs, notamment externes, ont parasité la noble ambition du gouvernement de promouvoir les investissements directs étrangers pour le développement de l'agriculture dans notre pays. Mais nous reviendrons. Aujourd'hui, nous voulons nous préoccuper d'un aspect extrêmement particulier et extrêmement important. Il s'agit de la réconciliation nationale. Pourquoi nous avons choisi de parler aujourd'hui de la réconciliation nationale? Parce que vous savez qu'il s'est tenu du 25 février au 10 juin 1991 la conférence nationale souveraine, une espèce des états généraux de notre nation qui a balisé le chemin, qui nous a aidés pratiquement à passer du monopartisme au pluralisme démocratique. Et cette conférence nationale a abordé beaucoup de problèmes. Elle s'est préoccupée de la situation politique, de la situation administrative, de la situation économique et financière, sociale et culturelle. Et les sujets, beaucoup de sujets y ont été abordés. Parmi les sujets qui y ont été abordés, on peut rappeler qu'il y a eu les aspects de la violence politique, il y a eu les aspects de l'intolérance politique, il y a eu les aspects de manque de dialogue, il y a eu les aspects des assassinats. Il y a eu les aspects des scandales économiques et financiers au cours de ces débats d'ailleurs. On rappelait souvent Mbongo et Bima. Il y a eu les aspects des détournements. Il y a eu les aspects de l'endettement du pays qui constituait comme un obstacle au développement du pays. Il y a eu la gestion opaque du pétrole, etc. En fait, la conférence nationale a dressé un bilan fortement négatif de la situation de notre pays. Et je dois dire, à l'attention de ceux qui ont été, pour ceux qui n'y ont pas été portés à leur connaissance, qu'il y a eu vraiment des moments très importants,
des moments extrêmement pathétiques, des moments extrêmement émouvants. J'en ai retenu particulièrement 3 que je vais essayer de signaler ici. Le premier que je vais signaler, c'est cette intervention de Jean-Pierre Tisser-Chikaya, à l'époque président du RDPS, qui, après avoir dressé le bilan sombre de la vie de notre pays sur tous les plans, s'est écrié « plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça ». Nous sommes en train de payer les erreurs du système du parti unique. Voyez. C'est-à-dire que le système du parti unique a favorisé justement la marche vers le pouvoir personnel du chef et de son lobby qui s'est entouré autour de lui. Alors automatiquement, tous ceux qui pouvaient émettre un point de vue différent ont été progressivement éjectés, et le chef a fini par rester avec uniquement son petit noyau familial qui malheureusement n'est pas formé de lumière. La conséquence, c'est que les erreurs accumulées nous ont amené à cette explosion à laquelle nous assistons maintenant. Qui traduisait une volonté de rompre avec les pratiques et les mentalités du passé, pour que nous allions vers une vision nouvelle, une façon de faire la politique autrement qu'elle ne se faisait. J'ai retenu également une image très forte, un témoignage très fort. C'est le témoignage du défunt professeur docteur Kouka Bemba, pour lequel j'ai une pensée pieuse et noble. Témoignage qu'il a fait sur la mort du président Marien Ngouabi. Et je vous assure que je reviens souvent à y penser. Pourquoi? Mais parce qu'il nous a parlé du corps du président Marien Ngouabi, qui était percé de trous dans le dos. Mais il portait une tenue à bas-cosse beige qui n'avait aucune goutte de sang. Et ça m'a toujours préoccupé, etc. Le troisième aspect important que je peux rappeler, dont je me souviens, c'est la sortie du drapeau rouge frappé du marteau et des autres symboles. La sortie de ce drapeau pour la rentrée du drapeau vert, jaune, rouge. Enfin, on a vécu des moments extrêmement pathétiques. Il est évident que la conférence nationale n'a pas fait que des heureux. J'entends les commentaires. Il y en a qui ont été fortement frustrés, etc. Mais au-dessus de tout ça, il semblait qu'on ait pris un engagement. C'était de faire de la journée du 10 juin de chaque année dans notre pays la journée de la réconciliation nationale. Il y en a qui parlent de la journée de la concorde nationale. Et cela s'est traduit par une espèce de cérémonie de pardon qui s'est illustrée par le lavement des mains, c'est-à-dire le rejet des impuretés, la volonté de chercher des mains propres. Mais fondamentalement, quand nous réfléchissons aujourd'hui, est-ce que nos cœurs ont changé? Est-ce que les mentalités, est-ce qu'il y a eu la reconversion des cœurs? Et je crois que 33 ans après, on peut s'interroger, on peut se demander et on peut voir vers où on avance. D'autant que le Congo n'est pas le seul pays, surtout en Afrique, qui ait connu ce genre de situation. Et on peut signaler que dans les pays où il y a eu les violences commises comme celles que nous avons connues, il y a eu des démarches de réconciliation nationale par des mesures d'apaisement, par la libération des prisonniers politiques, par le retour des exilés et par un certain nombre d'autres choses. Dans certains pays, on a même assisté à la mise en place d'un gouvernement dit gouvernement de la réconciliation nationale. C'est pour ça qu'il est intéressant de nous poser la question, 33 ans après, est-ce que la réconciliation nationale s'est faite au Congo? Est-ce qu'elle s'est réalisée au Congo? Et où en sommes-nous? Est-ce que nous avons le courage et la volonté politique d'y arriver? J'interpelle particulièrement les gouvernants et les acteurs politiques pour que nous nous interrogions et que nous regardons. Parce qu'assez souvent, nous avons observé le silence. Mais le silence n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas le silence qui nous permettra de résoudre et d'avancer dans les problèmes que nous connaissons. C'est pour ça que, parlant du Congo, j'ai cru voir à travers ce qui s'est passé comme manifestation avec la journée du 10 juin dernier, j'ai cru voir qu'on a placé au centre de cette démarche le comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction du Congo. C'est à ce titre que le commissaire général de cette structure a lancé à Pointe-Noire un appel pour briser les barrières du désamour. Est-ce que c'est suffisant? Et lorsqu'on regarde les manifestations qui ont été faites à Pointe-Noire et un peu partout ailleurs, sous l'autorité des préfets et des autorités locales, ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par
la gerbe de fleurs, une cérémonie de lavement de main, des causeries de débat dans certains cas, et ensuite la marche pour la paix. Cela est-il suffisant pour que nous avancions dans la voie de la réconciliation nationale? Moi, je pense que non. Je pense que non, d'autant que lorsque nous reprenons la Constitution du 25 octobre 2015, nous avons les articles 227 et 228 qui ont institué un Conseil national de dialogue, organe de concertation, d'apaisement, de concertation de toutes les forces politiques sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Et la réconciliation nationale en est un. Donc, au stade actuel, je pense que la démarche du fameux comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction n'est pas du tout suffisante. Et 33 ans après, je peux dire que nous n'avons pratiquement pas avancé. Pourquoi je dis que nous n'avons pas avancé? Les contentieux et les affaires qui sont à la base des frustrations et des rancœurs sont extrêmement nombreuses. Je vais en citer quelques-unes pour que les uns les autres puissent avoir les idées fixées dans leurs esprits. La première qui me vient à l'esprit, c'est la situation du président Alphonse Massamba Deba, un de nos pères de l'indépendance. Il est inconcevable que jusqu'aujourd'hui, on ne sache pas où reposent ces restes. Il est inacceptable et intolérable. Je considère ça pratiquement pour les acteurs politiques comme de la méchanceté, comme du manque d'amour. Il n'est pas acceptable que l'on ne puisse pas connaître ou qu'on n'ait rien fait pour que le président Alphonse Massamba Deba ait une sépulture digne de son nom. Et je le regrette très sincèrement. En ce qui me concerne, j'ai comme un avis, une appréciation un peu personnelle, parce que je considère que le président Alphonse Massamba Deba est l'un des meilleurs, sinon le meilleur président de la République que nous avons eu dans ce pays. Mais c'est mon avis, je ne demande pas aux uns aux autres de le partager, ils sont libres de l'avoir. Le deuxième aspect que je vais aborder, c'est le manque de considération que nous avons pour nos anciennes personnalités politiques. Quand je parle d'anciennes personnalités politiques, je pense à Félix Tchikaya, je pense à Stéphane Tchichele, je pense à l'abbé Fulbert Youlou, je pense à Jacques Opangou, à toute une série d'acteurs politiques, de grandes personnalités qui ont marqué la vie politique de ce pays. Curieusement, ils sont pratiquement, dans beaucoup de cas, dans des situations d'oubli. Et moi, je relève ça, je le souligne avec force, parce que je vis mal le fait qu'on ait pu faire à Pierre Savorgnan de Brazza le traitement qu'on lui a fait avec ce mausolée, etc. Le colonisateur, il faut le préciser, le colonisateur, et que pour les personnalités qui ont joué un rôle extrêmement important dans la vie politique de notre pays, on puisse avoir ce comportement que je considère comme un comportement, je ne dirais pas de mépris, mais de manque d'amour. Et je pèse les mots, et c'est ce que j'ai pratiquement choisi comme cela. Ensuite, je rentre dans ce que nous avons connu parfois comme événement malheureux. Et je crois qu'il faut que nous y pensons. Nous avons le devoir de mémoire. Parmi ces événements sombres, ces événements malheureux, je commencerai par parler de l'attentat du DC-10 du théâtre, pour lequel, à une époque donnée, on a été informé que l'un des responsables de cet attentat avait été arrêté en Libye. Et je suis surpris du silence des Congolais par rapport à cette situation, parce que plusieurs Congolais ont péri dans cet attentat. Et nous aurions dû accorder une attention particulière pour suivre cette situation, surtout lorsque il apparaît clairement que l'un des responsables a été arrêté. Maintenant, il y a d'autres aspects de la vie sombre de notre pays. J'essaierai d'évoquer cet oubli des disparus des couloirs humanitaires pour lesquels on ne souffle aucun mot. Et ce n'est pas du tout intéressant. Nous n'avons pas le droit de nous taire sur ces situations. Et nous n'avons pas le droit de croire que c'est le silence qui va apporter les réponses à ces différentes situations. Je viens en fait sur une affaire qui a défrayé la chronique que tout le monde connaît, les disparus du beach.
pour lesquels il faut reconnaître qu'un procès a permis d'établir qu'il y avait des crimes, mais sans auteur. Et on a choisi comme le silence pour que cette affaire tombe dans l'oubli. Notre responsabilité est de faire qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. D'autant que nous savons qu'en 2011, une mission des Nations Unies avait recommandé au gouvernement de faire aboutir les procédures et les poursuites jusqu'à ce que les responsabilités pénales et individuelles soient établies. Et jusque-là, on fait passer le temps. Et à mon avis, ce n'est pas une très bonne chose. Est-ce qu'on peut ne pas parler des différents politiques que nous avons eus, qui ont conduit à des événements extrêmement malheureux en 93, en 97, en 98. Tout ça, ça fait partie de notre histoire et nous devons pratiquement l'assumer. Ce n'est pas du tout normal. Puissions-nous ne pas parler de la catastrophe du 4 mars 2012, pour lequel aujourd'hui plusieurs victimes, plusieurs familles ont été endeuillées, mais plusieurs victimes attendent des solutions appropriées à leurs problèmes. Et à mon avis, il faut qu'on essaye d'avancer, il faut qu'on en parle. On ne peut pas choisir le silence, à mon avis, pour ce genre de situation. Je peux évoquer également dans le même créneau la guerre dite du pool des années 2016 à 2017, et à mon avis. Donc, je dresse là un certain nombre. Mais il y a d'autres aspects qui nous préoccupent même aujourd'hui, sur lesquels je vais essayer de m'étendre. Je parlerai de la lutte contre la corruption, qui a permis l'enrichissement illicite d'une minorité de Congolais qui vivent dans l'opulence, mais ils sont en fait à la base des scandales économiques et financiers. Bien qu'ils ne soient pas inquiétés, mais ils sont responsables de la situation dans laquelle notre pays est plongé aujourd'hui. Le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle. Assez souvent, on essaye de dire qu'elle est due à la baisse du cours du baril du pétrole. Non, il y a d'autres aspects pour lesquels nous avons, en tant que Congolais, gouvernants ou acteurs politiques, une grande responsabilité. Et il faut qu'on y avance. C'est dommage que la lutte contre la corruption n'avance pas. C'est dommage qu'on n'agit pas pour récupérer les sommes qui ont été dilapidées. Mais c'est une grosse injustice sociale parce qu'on plonge beaucoup de Congolais dans la misère, dans la souffrance. L'autre aspect que je vais évoquer dans le même thème, c'est la souffrance des Congolais. Personne ne peut comprendre que dans un pays riche comme le Congo, que la majorité de la population cotise dans la misère. Regardez la situation des retraités. La plupart d'entre eux ne sont pas alignés à l'indice 300 depuis 2017, alors que l'indice a commencé à évoluer en 2014. Regardons la situation des étudiants avec 3 ans d'arriéré, 3 ans d'arriéré de paiement de la bourse. Ce n'est pas du tout normal. Et quand on vit aujourd'hui, on est surpris d'entendre des bousculades au CHU, à l'université, etc. Parce qu'il y a des structures dans lesquelles les salaires ne sont pas. Ce n'est pas du tout normal. Et en ça, je peux parler également du mauvais fonctionnement des services sociaux. Mais il y a d'autres aspects qui touchent tous les Congolais. On peut dire que lorsqu'on parle des pensions, etc., c'est les favorisés. Mais il y a d'autres aspects qui touchent tous les Congolais. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. 64 ans après l'indépendance, comment nous pouvons l'expliquer? C'est inacceptable. Est-ce que nous pouvons prendre conscience de notre responsabilité en ce qui concerne la situation de la jeunesse? On a déclaré 2024 année de la jeunesse, mais j'ai découvert sur les réseaux sociaux une lettre d'une école d'architecture au Togo qui réclame 1,5 milliard et qui a fermé les portes pratiquement à tous les ressortissants. On peut évoquer comme ça les cas. Je peux rappeler aussi, parce que ça semblait apparaître comme un oubli, mais les droits des travailleurs et des entreprises liquidées, ce problème n'est toujours pas entièrement résolu. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut avoir autant de ressources et ne pas être en mesure de résoudre les problèmes des Congolais?
au-delà de la souffrance des Congolais. Il y a un aspect sur lequel je reviens assez souvent. C'est la violation des lois et règlements de la République, dans l'impunité totale, par les gouvernants, par les acteurs politiques. Je peux vous prendre un aspect qui peut paraître anodin. On en a parlé à un conseil des ministres. C'est la déclaration du patrimoine. Chaque jour, on nomme des gens, mais ils ne font pas leur déclaration de patrimoine. On croyait que le texte devait être amendé, mais on ne le voit pas apparaître. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que les gouvernants veulent véritablement qu'on aille vers la bonne gouvernance et qu'on aille de l'avant? Mais il y a d'autres aspects que vous connaissez, que j'évoque assez souvent, sur la violation des lois et règlements de la République, et je ne reviendrai pas assez souvent là-dessus. Mais je reviens sur une situation qui me tient à cœur. C'est la situation des prisonniers politiques, particulièrement Jean-Marie Michel Moukoko, particulièrement André Okombi-Salisa, qui ont été candidats à l'élection présidentielle de 2016, pour lesquels, figurez-vous, je noterai premièrement qu'un groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire avait constaté le caractère arbitraire de ces deux arrestations. Il avait demandé aux gouvernants leur libération immédiate avec leur dédommagement. Novembre 2018 jusqu'aujourd'hui, rien n'a pratiquement été fait. Je peux aussi rappeler qu'en septembre 2019, M. Yves Le Drian, à l'époque ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, aurait parlé avec fermeté au président Denis Sassou Nguesso pour demander des actes concrets, des actes forts, s'agissant de Jean-Marie Michel Moukoko et des autres prisonniers politiques, parmi lesquels André Okombi-Salisa. C'est toujours resté dans le silence. Et quand on entend les gouvernants parler, ils disent qu'ils ont été condamnés. Mais ceux qui ont volé, ceux qui ont détourné, qui circulent en toute quiétude dans la ville, qu'est-ce qu'on en a fait? Et en troisième point, s'agissant de cette situation, je parlerai des appels qui ont été lancés au plan interne par les forces politiques, par la société civile, par plusieurs personnalités pour demander la libération de Jean-Marie Michel Moukoko. Même le retour des exilés, parce que nous avons encore des exilés comme Benoît Koukébéné et autres. Mais tout cela, la réponse a toujours été un silence fortement entretenu. Mais ce n'est pas la solution, parce que nous sommes silencieux, mais notre conscience n'est pas tranquille. D'autant que nous disons assez souvent qu'il n'y a pas de paix sans justice. Et il ne faut pas que nous ayons une justice à deux vitesses. Donc voilà, grosso modo, ce que je dresse sur ça pour dire. Le Congo est un pays qui a véritablement besoin de réconciliation nationale. Les contentieux, les dossiers, les affaires sont extrêmement nombreux. Et la responsabilité des gouvernants et des acteurs politiques, ce n'est pas d'espérer sur le silence, sur l'oubli, pour qu'on n'en parle pas. Il y aura toujours des Congolais. Je dois vous dire que je souffre lorsque j'entends dire que le président Alphonse Massamba Deba n'a pas de sépulture. Et ce n'est pas du tout normal. Je me sens parce qu'il a occupé des hautes fonctions dans notre pays. Et pour moi, il ne méritait pas ce genre de traitement. Bref, avant de conclure notre mission, je vais faire une petite allusion sur ce que j'ai annoncé d'entrée de jeu, le débat sur les terres qui ont été vendues ou cédées aux Rwandais. J'insiste sur l'interpellation que le président du Sénat a faite au gouvernement en lui demandant de communiquer, mais en tenant compte des opinions des citoyens. L'opinion des citoyens, elle est connue aujourd'hui, après les descentes que le Premier ministre a faites à l'intérieur. Les Congolais disent non à la vente ou à la cession de nos terres. Le gouvernement a choisi une certaine stratégie de communication. C'est pour ça, et j'interpelle le gouvernement, pour qu'il ne cherche pas à manipuler et à instrumentaliser le peuple congolais. Parce qu'ils n'ont pas été capables de répondre à un certain nombre de questions qui leur ont été posées. La première remarque que je ferai notamment au ministre Pierre Mabiala, je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. J'ai suivi sa déclaration
aux sages du Congo. Elle n'a jamais vendu ses terres, ni les terres rurales, ni les terres coutumières. On n'a pas entendu un seul Congolais d'une famille terrienne dire voilà, on a vendu nos terres. Et sur ce cas, c'est tellement que pour clouer le gouvernement congolais, eh bien, je demande humblement à tous ceux qui soutiennent cette thèse de la vente des terres congolaises de ne produire les actes de vente. Mais j'ai regretté fortement que le ministre d'État Pierre Mabiala ait été silencieux sur la rencontre qu'il a eue le 27 juillet 2021 avec l'ambassadeur du Rwanda qui était venu lui demander les actes fonciers sur les terres que le gouvernement congolais avait données à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Ça, c'est marqué, c'est pas Mirassa qui le dit. Ça apparaît dans le site officiel du Rwanda. Ça apparaît dans le journal en ligne Les Échos de Brazzaville. Ça apparaît dans un article publié par l'Agence d'information d'Afrique centrale. Il ne faut pas qu'on pense qu'on peut encore se permettre de duper l'opinion. Avec les réseaux sociaux, ce n'est plus possible. Il a demandé les preuves. À l'occasion, on lui donnera certaines preuves. Mais déjà, le fait qu'il ait reçu l'ambassadeur, qu'il ait parlé de cette question et qu'il ne soit pas capable de venir en parler aux Congolais, c'est déjà une preuve flagrante et nous en tenons là-dessus. L'autre aspect sur lequel le gouvernement ne communique pas, mais c'est cette vidéo qui a circulé à travers et qui circule à travers le monde entier, qui fait apparaître clairement qu'il y a une mission des Rwandais du 4 au 8 mars 2024, où ils ont découvert les terres que le Congo a offertes au Rwanda et qui sont devenues leur propriété. Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandine en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Ce n'est pas la peine de venir dire que les terres n'ont été ni cédées, etc. Maintenant, je pose la question aux membres du bureau politique, aux membres du gouvernement Colline Makosso. Mais pourquoi lors de leur rencontre du 6 juin? Mais tous les Congolais savent qu'il est apparu clairement qu'aucun parlementaire, qu'aucun responsable du PCT n'a connaissance de ces accords, que ces accords sont détenus à Denis Christelle Sassou Nguesso. Est-ce qu'il y a un article de la Constitution qui permet à Denis Christelle Sassou Nguesso de détenir ce genre de documents? Est-ce une affaire privée, personnelle, ou c'est une affaire de l'État congolais? Et il faut que Colline Makosso s'explique là-dessus. Comment on peut comprendre que des accords qui ont été signés pour les uns en 2021, comme l'accord de coopération militaire et technique, comme l'accord de coopération en matière foncière, en novembre 2021, comment peut-on comprendre que des accords qui ont été signés pour les autres en avril 2022, que le Parlement n'en ait pas du tout la connaissance? Mais c'est très grave. C'est très grave. Où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est tout comme nous constatons aujourd'hui le scandale d'une représentante soi-disant du personnel du président de la République qui va toute seule rencontrer au nom du Congo un chef d'État. Non, ne faisons pas ça. C'est des scandales. Nous en avons déjà assez. Il faut qu'on les réduise. En ce qui concerne cette dame, j'avais déjà choisi de dire clairement qu'elle devait être relevée de son poste. Parce que dans aucun pays, un étranger ne peut occuper des responsabilités à ce niveau. Sauf si les gouvernants ont constaté que
Au PCT, il n'y a pas de cadre compétent pour jouer ce rôle. Et au Congo, il n'y a pas de cadre compétent pour jouer ce rôle, ce qui serait extrêmement grave. Mais au-delà de ces aspects que je soulève, nous avons posé des questions au gouvernement qu'il évite d'aborder, auxquelles il n'apporte pas de réponse. Pourquoi ces sites ont été exclusivement choisis dans la partie sud, qui ne couvre que 106 000 km², alors que la partie septentrionale, elle, couvre 235 000 km²? Est-ce que c'est un hasard que ce soit dans des zones qui soient proches de la République démocratique du Congo? Pourquoi a-t-on choisi le Rwanda alors que le Rwanda ne fait pas partie du top 10 des pays agricoles africains? Non, nous avons compris. Mais nous disons tout simplement aux gouvernants, les Congolais ont dit non à la vente ou à la cession. Si vous avez pris des deals qui vous mettent en difficulté avec le Rwanda, réglez ces deals. Mais ne touchez pas aux terres des Congolais. Ils ne vous laisseront pas les occuper. Cette préservation de l'environnement passe par le respect des terres que Dieu nous a données. Respect des terres reçues de nos aïeux. Respect de nos terres qui sont invendables, non négociables. Respect de nos terres qu'on ne peut céder à qui que ce soit. Autrement dit, au Congo, préserver l'environnement, c'est aussi défendre nos terres, coûte que coûte. Ce n'est pas la peine de poursuivre la campagne en faisant du théâtre, en présentant soi-disant des beaux amphithéotiques, etc. Nous avons bien compris. Et aujourd'hui, le gouvernement, avec les preuves qui ont été données par la chaîne rwandaise et tout ça, se sent comme pris dans un étau. Avec le débat qui a eu lieu entre le PCT et le gouvernement, où il est apparu clairement qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas la connaissance de ces dossiers. Mais sur la base de quoi, quelques jours après, le secrétaire général du PCT peut venir déclarer qu'il soutient le gouvernement dans ses affaires de terre? Non, c'est ridicule. Ne ridiculisons pas le pays. Ils souffrent, les Congolais souffrent déjà suffisamment. Et nous n'avons aucun intérêt à soutenir les démarches qui tendent à faire perdre les intérêts du Congo. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, pour revenir au sujet qui était l'objet principal de ce jour, à savoir la réconciliation nationale, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de paix sans justice. J'interpelle les gouvernants et les acteurs politiques pour dire que le silence n'est pas la réponse appropriée aux nombreux contentieux, aux nombreuses affaires, aux nombreux dossiers qui plombent la vie des Congolais, qui ne permettent pas de vivre ensemble. Parce que la démarche de la réconciliation devrait nous permettre de vivre correctement ensemble dans la même entité et faire que nous allions de l'avant. Ce n'est pas la peine souvent de venir parler de paix, alors qu'en réalité, vous savez, il y a l'insécurité, il n'y a pas la paix sociale, les gens n'ont pas de salaire, les gens n'ont pas de travail. Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Et je rappelle aux gouvernants et aux acteurs politiques que la Constitution du 25 janvier 2015, dans ses articles 227 et 228, a bien institué un Conseil national de dialogue qui doit se pencher sur les grands problèmes d'intérêt national. Et la réconciliation nationale en est un. C'est pour ça que je vais terminer mon émission en lançant un appel aux gouvernants, aux acteurs politiques, en interpellant aussi les Congolais pour qu'ils soient debout. Nous avons besoin de réconciliation nationale dans ce pays. Nous avons besoin de vivre dans l'amour. Nous avons besoin d'un véritable signe de lavement des mains qui doit correspondre également à ce que nos cœurs changent, à ce que nous ayons la reconversion et à ce que nous changeons de mentalité. Nous fassions la politique autrement qu'elle ne se fasse, avec la tolérance, avec l'acceptation du droit à la différence, avec le fait que nous devons sortir de la tricherie, de la corruption, des détournements de fonds. Nous devons être debout, unis, pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public et régler les problèmes des jeunes et avancer. Sinon, nous sommes là pour le pouvoir,
Nous voulons absolument nous maintenir, quels qu'en soient les résultats. Et je crois que ce n'est plus une bonne chose. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde au Congo sent le malaise. Tout le monde au Congo aujourd'hui sent le malaise. Et je conclurai en disant, pour sortir de ce malaise, pour sortir de cette grave crise multidimensionnelle, il faut que nous allions à la réconciliation nationale. Et cette réconciliation nationale ne passera pas par le comité de suivi de la Convention pour la paix et la reconstruction. Il faut se baser sur les articles 227 et 228 de la Constitution et nous aurons les voies et moyens d'y aller. Il est plus qu'urgent que nous y allions parce que les Congolais sont dans la souffrance. Et il faut que la petite minorité qui s'est enrichie et qui vit dans l'opulence se rende compte qu'il y a un véritable malaise. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour l'attention que vous m'avez prêtée. Je vous remercie encore une fois pour votre présence, pour suivre cette émission Grand Angle. J'ose espérer que la semaine prochaine, c'est-à-dire le samedi 22 juin, nous aurons l'occasion de développer notre thème, mais méditer sur les thèmes que nous avons déjà suffisamment développés. Et si nous méditons sur ces thèmes, nous avons les moyens d'aller de l'avant. Chers téléspectateurs, c'est par là que je termine. Et encore une fois, je vous dis merci.